Je m'appelle Tesselet. J'ai 34 ans, et je tiens la comptabilité des autres pour gagner ma vie, alors je sais exactement ce que vaut une signature. La veille de Noël, la mère de mon fiancé s'est tenue sur le pas de sa propre porte, et a dit à ma fille de 7 ans d'attendre dehors, pendant que ses petits-enfants nous passaient devant avec des sacs de cadeaux. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis agenouillé, j'ai arrangé les mitaines de Lily, et j'ai tendu à cette femme une simple enveloppe blanche. Pour vous. Ouvrez-la plus tard. Ensuite, j'ai ramené ma fille à la maison à travers la neige, et je lui ai préparé un chocolat chaud. Elle a ouvert l'enveloppe à 23h47, cette nuit-là. Au matin, 79 appels en absence m'attendaient sur mon téléphone, et pas un seul d'entre eux n'était pour s'excuser. Il y a des portes que l'on ne se bat pas pour franchir. On arrête simplement de payer, pour les maintenir debout. Laissez-moi revenir en arrière, car cette enveloppe n'est pas sortie de nulle part. Elle est le fruit de 8 mois de registre méticuleux. Je dirige un petit cabinet de comptabilité et de fiscalité, installé dans une salle à manger reconvertie sur Maple Street, à 3 km des beaux quartiers, et à un monde entier de là. J'ai bâti ce cabinet après mon divorce, quand Lily avait 2 ans, et que je n'avais que 900 € ainsi qu'une table pliante. Les habitants de ce comté m'appellent, quand un chiffre fait des siennes. Je trouve l'erreur. Je la corrige discrètement. Et je ne les fais jamais se sentir stupides, pour le trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. C'est ça, mon métier. Quelque part en cours de route, c'est aussi devenu le reste de ma personnalité. Je répare les choses. C'est le seul langage de l'amour auquel j'ai jamais vraiment fait confiance, car un registre de comptes équilibré ne change jamais d'avis sur vous. Mon ex avait l'habitude de dire « Je préfère résoudre un problème plutôt que d'être prise dans les bras », et il n'avait pas tout à fait tort. J'étais très douée pour lire les erreurs des autres. J'étais beaucoup plus lente à lire les miennes. Lily était la seule chose chaleureuse que je n'ai jamais essayé de mettre en balance. Elle avait 7 ans cet hiver-là, il lui manquait une dent de devant, et c'était le genre d'enfant qui faisait coucou aux inconnus, avec une vraie sincérité. Elle dessinait constamment des maisons, toujours avec tout le monde debout sur le pas de la porte. Personne n'était laissé de côté. Je gardais ses dessins dans un dossier, plus épais que les déclarations de revenus de certains de mes clients. À l'époque, je croyais que je lui construisais une vie stable. Je n'avais simplement pas encore appris que la stabilité peut être une forme d'aveuglement, et que les gens qui vous laissent tout porter, sont rarement ceux qui vous porteront à leur tour. J'ai rencontré Mark Callaway lors d'une soirée de la chambre de commerce, que j'ai d'ailleurs failli sécher. Il avait 39 ans, était à l'aise en société, et c'était le genre d'homme qui se souvenait de la façon dont vous aimiez votre café. Cependant, ce qui m'a séduite, ce n'est pas son charme. C'était Lily. Lors de notre 3e dîner, il s'est assis par terre avec elle, et l'a laissé gagner aux dames 4 fois de suite. Il a perdu exprès et de façon lamentable, commentant sa propre défaite comme un présentateur sportif. Elle a ri jusqu'à en avoir le hoquet. Ce soir-là, elle l'a appelé, presque papa, testant le mot du bout des lèvres, et je me suis permis d'en avoir envie. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi. Il était constant, pour les petites choses. Des fleurs sans occasion particulière. Des vidanges d'huile que j'avais oubliées. Mais il y avait un sujet sur lequel sa voix, d'ordinaire si détendue, se crispait, la maison de sa famille. Les Callaway représentaient la vieille fortune locale, dans une ville qui n'en comptait pas beaucoup. Le centre de tout cela, était une maison victorienne blanche, située sur Cedar Hill. Elle était dotée d'un porche enveloppant, et le nom de son défunt père était toujours gravé sur une plaque en laiton, près de la porte. Mark parlait de cette maison, de la même manière que d'autres hommes parlent d'une saison de championnat. Chaque fois que le sujet était abordé, sa mâchoire se serrait très légèrement, comme un homme qui se prépare à recevoir une facture. Je l'ai remarqué. Je suis formé pour repérer quand un chiffre cloche, et une personne peut tout aussi bien être un chiffre. Un jour, je lui ai demandé d'un ton léger, si la maison demandait beaucoup d'entretien. Il a répondu, c'est géré. Il l'a dit avec ce ton plat que les gens utilisent, quand quelque chose est précisément tout l'inverse d'être géré. J'ai laissé couler. J'étais amoureuse, et Lily avait commencé à dessiner une 5e personne dans toutes ces maisons à porte, une personne de grande taille, qui lui tenait la main. La première fois que je suis monté à Cedar Hill, j'ai compris la mâchoire crispée. La maison était magnifique, mais froide, de cette même froideur qu'ont les musées. Chaque surface y était polie,
comme pour vous rappeler de ne pas y toucher. Vivian Callaway nous a accueillis dans le vestibule, sous un portrait de son défunt mari. Elle avait 63 ans, des cheveux argentés, et était habillée comme si elle s'apprêtait à être photographiée pour la Société d'histoire locale. Elle m'a pris la main, de la même manière que l'on saisirait un manteau humide. Ce doit être l'ami de Marc, a-t-elle dit. Et quand Marc l'a corrigée, fiancé, maman, elle a répété le mot, comme s'il laissait un mauvais arrière-goût. Fiancé, bien sûr. Puis elle a baissé les yeux vers Lily, qui lui tendait un pissenlit qu'elle avait conservé depuis la voiture. Vivian a souri à ma fille, de la même façon dont on sourit face à une tâche, alors qu'on se demande si l'on doit la faire remarquer ou non. Nous ne sommes pas vraiment une famille à pissenlit, a-t-elle déclaré, avant de nous diriger vers le petit salon. J'ai aussi rencontré la sœur ce jour-là. Brooke, 36 ans, mère de 2 enfants, et dont le mari voyageait beaucoup. Brooke m'a fait une visite guidée, qui s'apparentait davantage à un inventaire des objets de valeur. Près de la cheminée, elle m'a montré la fierté de la famille. De petits sacs cadeaux assortis, du papier de soie vert foncé, et un ruban doré noué en boucles identiques. Un pour chaque petit enfant Callaway, à chaque fête. C'était une tradition remontant à la mère de Vivian. Ils s'alignent par ordre d'âge, a précisé Brooke, et Vivian les leur distribue. Ça représente tout pour les enfants. J'ai regardé la rangée de nœuds dorés, et j'ai compté par habitude. Il y en avait exactement assez pour les 2 enfants de Brooke, et aucun en supplément. Lily se tenait à côté de moi, silencieuse, regardant les rubans accrocher la lumière. Je me suis dit que c'était juste une tradition, qui ne nous avait pas encore intégrés. Les traditions sont lentes à s'adapter, ai-je pensé. Laisse-leur du temps. Marc m'a demandé en mariage en octobre, sur le porche de la maison de Cedar Hill. Car, bien sûr, il ne pouvait en être autrement. J'ai dit oui, parce que l'homme que j'aimais était gentil avec mon enfant. Et aussi, parce que j'avais passé 5 ans à être la seule adulte de ma propre vie, et que j'étais fatigué. La bague appartenait à sa grand-mère. Vivian a observé toute la scène depuis la fenêtre du salon, avec l'expression de quelqu'un qui étudie un prêt, mais qu'elle a déjà décidé de refuser. Après ça, les petits détails se sont accumulés, comme le font souvent les petites choses. Lors des dîners de famille, on passait en revue les bonnes manières des enfants de Brooke, Eden et Sophie, tout en les félicitant. Pendant ce temps, Lily était ignorée, comme un couvert que personne n'avait pensé à compter. Il y a eu ce voyage au lac, où il y avait des lits pour tout le monde, mais seulement un lit de camp pour ma fille, installé dans la buanderie, et que personne n'avait pensé à mentionner. À chaque fois, je faisais une remarque à Marc, de manière calme et précise, comme je signalerais une erreur à un client. Et à chaque fois, il répondait que sa mère avait de bonnes intentions, et que j'extrapolais. Un soir, en revenant des toilettes, j'ai entendu Vivian dans la cuisine. Elle parlait à voix basse à Brooke. Nous verrons bien combien de temps celle-ci va durer, a-t-elle dit. Brooke a ri. Je suis resté planté dans le couloir sombre, la main appuyée contre le mur, m'efforçant de respirer. Puis, je suis retourné dans la pièce, j'ai souri, et j'ai fait passer les petits pains. Parce que Lily était assise à cette table, avec du glaçage sur le menton, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis 1 an. C'est ça que personne ne vous dit. Vous ne restez pas pour vous-même. Vous restez parce qu'une petite personne que vous aimez est enfin nourrie, autour d'une grande table lumineuse, et vous êtes prête à ravaler presque n'importe quoi, juste pour la garder sur cette chaise. Pour expliquer l'enveloppe, je dois remonter plus loin, à une nuit du printemps précédent, 8 mois avant ce fameux Noël. Marc s'est présenté à ma porte à 23 heures, le teint grisâtre, tenant un dossier Kraft comme s'il était brûlant. Tess, m'a-t-il dit, j'ai besoin de toi. J'ai préparé du café, et j'ai lu le contenu du dossier, pendant qu'il faisait les 100 pas. La situation était critique. Son père, l'homme du portrait, avait passé la dernière décennie de sa vie à contracter des emprunts sur la maison de Cedar Hill, tout en le dissimulant. Il y avait des arriérés d'impôts fonciers, une deuxième hypothèque dont personne n'avait parlé à Vivian, ainsi qu'un privilège de créancier qui était discrètement arrivé à échéance. Le comté avait fixé une date. Dans 11 semaines, la demeure victorienne blanche sur la colline, celle avec la plaque en laiton et les rubans dorés, allait être vendue aux enchères sur les marches du palais de justice, pour cause de dettes impayées. Maman ne sait pas à quel point c'est grave, a expliqué Marc. Elle croit que si elle vend un peu d'argenterie, le problème disparaîtra. Mais ça ne va pas disparaître. C'est ton métier.
tu es la seule personne que je connaisse, qui soit capable de comprendre tout ça. Je l'ai lu 2 fois. Les chiffres étaient affreux, mais la situation n'était pas désespérée. Environ 90 000 € séparaient sa famille, du pire jour de leur vie. Et j'avais cette somme, plus ou moins. C'étaient les économies lentes et prudentes d'une femme, qui avait appris à ne plus jamais se retrouver à 90 000 € près de la catastrophe. Marc m'a regardé, comme un homme au bord du précipice. « Je t'en prie, » a-t-il dit, « je ne te demanderai plus jamais rien d'autre. » J'aurais dû me demander pourquoi une famille, qui prisait les apparences par-dessus tout, avait laissé la situation se dégrader, à seulement 11 semaines de l'échéance fatidique. Mais je ne voyais qu'un fils, terrifié à l'idée de voir sa mère tout perdre. Alors, j'ai accepté de les aider. Seulement, je l'ai fait à ma manière. Voici ce que les gens ne comprennent pas chez moi, je suis indulgente avec les personnes, mais je suis intransigeante avec la paperasse. Et cette combinaison m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je n'ai pas fait de cadeau au Callaway. J'ai vu trop de familles transformer un don financier en un motif de ressentiment. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je conseillerais à n'importe quel client de faire. J'ai remboursé la créance, les arriérés d'impôts, ainsi que la deuxième hypothèque cachée, pour un total de 91 000 €. Et en échange, la famille a signé une hypothèque privée, une vraie, avec un billet à ordre et un acte de fiducie. Le tout a été enregistré auprès du comté la même semaine, me désignant comme prêteuse, et plaçant la maison de Cedar Hill comme garantie. Le taux d'intérêt était bas, bien plus bas que ce qu'aucune banque n'aurait accepté de leur accorder, pour des mensualités modestes qu'ils pouvaient réellement assumer. Et, parce que je suis qui je suis, j'y ai inclus une clause d'exigibilité anticipée standard. Le genre de clause présente dans tout contrat de prêt, et qui stipule que, si vous cessez de payer, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité du solde restant dû. Je les ai tous fait asseoir à ma propre table de cuisine pour signer, y compris Vivian. Et je leur ai expliqué chaque ligne dans un langage clair, de la même façon que je le fais pour les personnes effrayées et pour les personnes âgées, parce que c'est la chose correcte à faire. Vivian a signé en pinçant les lèvres, comme si ce stylo était une insulte. Marc a signé, reconnaissant, et les larmes aux yeux. Je me suis rendu au tribunal moi-même, et j'ai regardé le greffier apposer le tampon d'enregistrement. Ensuite, j'ai mis ma copie dans un dossier bleu, je l'ai glissé dans le tiroir du bas de mon bureau, sous les dessins de Lily. Et j'avais sincèrement l'intention de ne jamais l'ouvrir à nouveau. La gentillesse sans paperasse n'est qu'un vœu pieux, ai-je répondu à Marc, lorsqu'il m'a demandé pourquoi j'avais fait signer sa mère. Il a ri, et m'a dit que j'étais la comptable la plus romantique en vie. Je pensais avoir protégé tout le monde. En réalité, je ne m'étais protégé que moi-même. Pendant exactement 2 mois, les paiements sont arrivés. Puis, ils ont cessé. Le premier mois de retard, Vivian m'a envoyé un petit mot sur un épais papier à lettres crème, expliquant que les finances étaient serrées après les fêtes, et qu'elle était sûre que je comprendrais. De famille à famille. Le deuxième mois, rien du tout. Au troisième, lorsque j'ai abordé le sujet avec douceur auprès de Marc, il a grimacé et a dit « Ne fais pas en sorte que ma mère se sente comme une locataire, Tess. Elle est déjà assez mortifiée que tu nous aies tiré d'affaire. Ne peux-tu pas simplement laisser couler ?» J'étais désormais une prêteuse. J'avais parfaitement le droit, cette semaine-là, d'envoyer un avis formel de défaut de paiement, et de lancer le compte à rebours. Mais j'étais aussi une femme qui s'apprêtait à se marier au sein de cette famille, avec une fille qui appelait cet endroit, presque sa maison. Alors, j'ai fait un choix dont je veux que vous vous souveniez, car il a son importance pour la suite. J'ai choisi de ne pas déclarer le défaut de paiement. J'ai laissé couler, mois après mois. Aucun avis, aucune mise en demeure. Le solde augmentait discrètement, tandis que je me persuadais que faire preuve de patience, c'était agir par amour. Ce que j'ai commencé à comprendre lentement, c'est la raison pour laquelle la politesse de Vivian à mon égard dissimulait une couche de glace, que l'on ne retrouvait pas dans son comportement envers les étrangers. Ce n'était pas qu'elle me jugeait inférieure au Callaway, même si c'était le cas. C'était bien pire que du simple snobisme. À chaque fois qu'elle me regardait, elle devait se rappeler que la comptable divorcée de Maple Street détenait les papiers de propriété de sa maison de famille. J'avais vu l'envers du décor de sa terreur, et elle ne pouvait pas me pardonner de l'avoir sauvée. Elle avait besoin de me rabaisser, afin de rendre l'équation de sa propre vie supportable. Je n'avais pas encore les mots pour l'exprimer ce printemps-là.
Mais j'allais sentir cette animosité s'aiguiser de plus en plus, jusqu'à la mener sur le pas de cette porte, où elle finirait par trouver une personne suffisamment petite, pour la bousculer. L'affront a cessé de me viser personnellement cet automne-là, et s'est tourné vers Lily, ce qui est une toute autre affaire. Je peux supporter une poignée de main froide. Je ne peux pas supporter de voir ma fille apprendre, qu'elle n'est qu'une simple option. Le premier incident que je n'ai pas pu rationaliser, c'était l'histoire des chaussettes de Noël. Vivian en avait toute une cheminée, tricotée à la main. Le nom de chaque petit enfant était brodé sur le revers avec du fil rouge, réalisé par sa mère avant son décès. Ce mois de novembre, elle les a accrochées tôt. Celle d'Eden, celle de Sophie, et une toute nouvelle qu'elle avait fait faire pour le futur bébé de Brooke, qui n'était même pas encore né. Un prénom brodé, pour un enfant qui n'existait pas encore. Il n'y avait aucune chaussette pour Lily. Quand je lui ai posé la question d'un ton léger, devant 3 membres de la famille, Vivian a touché son collier de perles et a dit « Elle n'est pas encore tout à fait l'une des nôtres, ma chérie. Ne précipitons pas les choses. » Le bébé pas encore né était donc suffisamment, dès l'heure. Mais ma fille de 7 ans, qui appelait Marc, presque papa, depuis 1 an, n'était qu'une invitée en période d'essai. Lily n'a pas pleuré. Et c'est cette réaction qui m'a anéanti. Elle est simplement restée très immobile, regardant l'espace vide sur le bord de la cheminée, là où aurait dû se trouver sa chaussette. Puis, elle a enfoui ses petites mains froides dans les poches de son manteau, et a déclaré qu'elle n'était de toute façon pas vraiment du genre à aimer les chaussettes de Noël. Elle avait appris cela de moi. Cette astuce, consistant à se faire toute petite et conciliante, pour apaiser l'atmosphère d'une pièce. Je lui avais enseigné ça par accident, en lui montrant l'exemple. En la regardant faire, je n'avais qu'une envie, lui arracher cette habitude, comme on retire une écharde. J'ai tenu ses mains dans la voiture pour les réchauffer. Elles sont restées glacées tout au long du trajet du retour. Je me suis promis que j'allais arranger ça. Après tout, c'est ce que je fais. Je n'avais simplement pas encore réalisé que le problème à réparer n'était pas l'histoire de la chaussette. C'était plutôt le fait même de l'avoir emmenée dans cette maison. Ce soir-là, j'ai annoncé à Marc que l'incident de la chaussette de Noël ne passerait pas. J'étais calme. Je suis toujours calme. C'est une déformation professionnelle. Je lui ai dit, je ne demande pas à ta mère d'aimer mon enfant du jour au lendemain. Je lui demande simplement de ne pas la rabaisser publiquement face à un bébé qui n'est même pas encore né. Il s'est frotté le visage, et m'a sorti le discours que je connaissais désormais par cœur. Maman est de la vieille école, Tess. Elle a perdu papa. Cette histoire avec la maison l'a beaucoup secouée. Elle n'est pas dans son assiette. Ne fais pas de Noël un champ de bataille. Sois juste patiente. Patiente. Comme si j'avais été autre chose que patiente, tout au long de ces 8 mois, et avec 91 000 € en jeu. Je lui ai répondu, avoir de la patience pour moi, c'est une chose, Marc. Mais faire preuve de patience, en sacrifiant la dignité de ma fille, ce n'est pas un prix que je suis prête à payer. Il a rétorqué que je transformais un petit rien en une affaire d'État, que les vraies familles savaient encaisser les tensions, et que, si je l'aimais, je laisserais les choses se tasser. Et voici le détail troublant et subtil, que j'ai remarqué. Un réflexe de comptable, sans doute. Il n'a jamais dit, pas une seule fois, qu'il parlerait à sa mère. Pas une seule fois. Il ne faisait que me gérer, moi. Il avait compris que j'étais le problème le moins coûteux à régler, la personne qui accepterait d'avaler la pilule, afin de maintenir le calme dans la pièce. Et il avait raison. C'était ce que je faisais, depuis presque 1 an. Si vous avez déjà été la personne sur laquelle toute une famille compte pour se montrer raisonnable, pendant que tous les autres se permettent d'être difficiles, vous savez déjà à quel point être raisonnable peut peser lourd. Commentez le mot « Porsche » si vous vous êtes déjà tenu devant une porte qui aurait dû s'ouvrir pour vous, ou pour votre enfant. Je veux voir combien nous sommes dans ce cas. Et restez avec moi, car le moment que personne dans cette maison n'avait vu venir, est plus proche qu'il ne le pense. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je suis rentré chez moi ce soir-là et, pour la première fois depuis des mois, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. Je n'ai pas sorti le dossier bleu cette nuit-là. Je l'ai simplement regardé, posé sous les dessins de Lily. Ensuite, j'ai refermé le tiroir, car elle est entrée pour me montrer quelque chose. Elle y travaillait en secret depuis une semaine, la langue tirée sur le côté, cachant son œuvre sous son bras chaque fois que je m'approchais.
C'était un cadeau de Noël pour Vivian, un cadre photo qu'elle avait fabriqué avec des bâtonnets de glace et de la peinture dorée. Et à l'intérieur, en guise de photo, il y avait un dessin au crayon, la maison de Cedar Hill, tracé avec soin mais un peu de travers, et chaque fenêtre y était éclairée de jaune. Sur le pas de la porte, se tenaient 5 petits bonhommes se tenant par la main. Marc, moi, Lily, et, plus grande que les autres, avec un gribouillis au crayon argenté en guise de cheveux, Vivian. À ma nouvelle grand-mère. C'est ce qu'elle avait écrit au dos, avec un N tracé à l'envers. J'aimerais que vous m'imaginiez en train de tenir cet objet. J'ai signé des hypothèques, j'ai audité des successions, et j'ai un jour dû annoncer à une veuve que son défunt mari avait vidé leur compte retraite. Tout au long de ces épreuves, j'ai toujours su garder un visage de marbre. Pourtant, je n'ai pas pu retenir mon émotion, face à un cadre en bâtonnet de glace. Lily avait dessiné cette femme, celle qui refusait de lui offrir une chaussette de Noël, debout sur le pas de la porte et lui tenant la main. Elle l'avait intégrée, car dans la vision du monde de ma fille, les portes sont faites pour laisser entrer les gens. Je lui ai dit que c'était magnifique. Je lui ai assuré que grand-mère Vivian adorerait. Ce fut le seul mensonge pur et simple, que je racontais durant toute cette période des fêtes. Et je l'ai affirmé en regardant mon propre enfant droit dans les yeux. Car l'alternative aurait consisté à lui expliquer, que certains adultes dessinent la porte, pour ensuite s'arroger le droit de décider qui a le droit de s'y tenir. Elle l'a emballée elle-même avec près d'1 mètre de ruban adhésif, et l'a déposée sous notre sapin, avec une étiquette précisant « à remettre en main propre ». Cette nuit-là, je suis resté éveillé, à faire des calculs qui n'avaient absolument rien à voir avec l'argent. Le dîner du réveillon de Noël des Callaway était l'événement majeur de leur année, et son organisation s'apparentait à une véritable petite campagne militaire. Brooke se chargeait de la logistique. Cette semaine-là, elle m'a demandé de déposer une caisse de vin à Cedar Hill. Et pendant que j'étais dans la cuisine, je les regardais préparer les sacs cadeaux sur l'îlot central. Du papier de soie vert foncé, du ruban doré, et des nœuds identiques. Elle les avait alignés, et elle comptait à voix basse, exactement comme je le fais moi-même, tout en glissant une petite étiquette dans chacun d'eux. J'ai fait ce que je ne peux m'empêcher de faire, j'ai compté avec elle. 1 pour Eden, 1 pour Sophie, 1 pour les cousins qui venaient de la ville. 2 pour eux, et 1 pour le petit de la nièce Callaway. 6 sacs, 6 nœuds. Et je suis resté là, une caisse de cabernet dans les bras, à attendre le 7e. Celui avec l'étiquette écrite à l'envers. Celui destiné à la petite fille, qui avait dessiné cette femme sur le pas de sa porte. Il n'y avait pas de 7e sac. Il n'y avait pas de 7e quoi que ce soit. Toute la soirée avait été planifiée à la place près, et ma fille ne figurait pas dans l'équation. J'ai posé le vin très délicatement, car j'avais peur de ce que mes mains avaient envie de faire. Brooke a surpris mon regard et a souri, avec une douceur aussi lisse que celle du ruban. « Oh, nous réservons les sacs uniquement pour les petits-enfants », a-t-elle justifié. Tu comprends. Ça préserve le côté spécial de la chose. J'ai répondu, j'ai compris. Je suis très doué, pour dire que je comprends. Je suis rentré chez moi avec la mâchoire douloureuse, et un chiffre qui prenait forme dans ma poitrine. Pas une somme d'argent, mais un nombre d'une nature différente. Le genre qui vous indique qu'une situation n'est plus le fruit du hasard, mais résulte d'une intention calculée. Quelqu'un s'était assis, et avait délibérément décidé, à l'aide de rubans et d'étiquettes, qu'il n'y aurait aucune place pour Lily. J'avais besoin de savoir qui avait pris cette décision, et comment. J'ai eu la réponse 2 jours plus tard, et ce, par accident. C'est d'ailleurs toujours par accident, que l'on finit par découvrir les véritables intentions des gens. À l'époque où nous préparions encore le mariage, Brooke m'avait ajouté à un groupe de discussion, sobrement intitulé « Noël Callaway », afin que je puisse donner mon avis sur les fleurs et le plan de table. Personne n'avait jamais pensé à m'en retirer. De mon côté, j'avais mis les notifications en sourdine depuis des mois. Mais ce mardi soir-là, mon téléphone s'est illuminé, car quelqu'un avait mal identifié le numéro du traiteur. Toute la conversation s'est alors déroulée sur mon écran, pendant que je faisais la vaisselle. Je me suis essuyé les mains, et j'ai lu tout le fil de la discussion. Je l'ai parcouru avec cette concentration glaciale, que je réserve habituellement aux affaires de fraude. Le plan de table s'affichait là, noir sur blanc. Table des enfants, avait écrit Brooke, Eden, Sophie, et les cousins de la ville. Puis, au cas où ce ne serait pas assez explicite, seulement nos petits-enfants cette année. Et juste en dessous,
Vivian, qui n'envoyait jamais de SMS, avait tapé un message, en lettres majuscules complètes, écrivant lentement comme elle faisait tout le reste. Nous tolérons la comptable parce que nous Y sommes obligés. Ne faisons pas semblant que l'enfant fait partie de la famille. La table est pour les nôtres. Brooke avait simplement répondu par un pouce en l'air. Parce que nous y sommes obligés. Voilà. Tout l'échafaudage de leur comportement était révélé. Ce n'était pas qu'ils ne m'appréciaient pas. Ils m'en voulaient précisément pour les 91 000 €, qui maintenaient un toit au-dessus de cette même table, sous laquelle ils étaient en train de reléguer ma fille. Le sauvetage était, pour eux, une véritable blessure à leur fierté. Et cet enfant, ma Lily, avec son cadre en bâtonnet de glace emballé dans près d'1 mètre de ruban adhésif, était le sujet sur lequel ils s'étaient mis d'accord, noir sur blanc, pour ne pas faire de faux semblants. J'ai fait une capture d'écran de chaque message. Non pas parce que j'avais déjà un plan en tête, mais parce que je suis comptable. Et quand une chose a de l'importance, on en conserve une trace. Ensuite, je me suis assise à cette table de cuisine, celle-là même où ils avaient tous signé mon document, 8 mois plus tôt. Et j'ai finalement ouvert le dossier bleu. J'ai lu mon propre contrat comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est exactement de cette façon qu'on relit un contrat, lorsque la relation qui le sous-tend a basculé. Le billet à ordre. L'acte de fiducie. Le numéro de registre et de page estampillé par le comté. Le capital de 91 000 €, diminué de très exactement 2 versements, auxquels s'ajoutaient les intérêts courus. Et là, au paragraphe 9, figurait la clause que j'avais insérée par pure habitude 8 mois plus tôt, sans jamais m'imaginer que j'en aurais besoin un jour. En cas de défaut de paiement, le créancier peut, à sa discrétion, déclarer l'intégralité du solde restant immédiatement exigible et payable. À la discrétion du créancier. C'était moi. C'était moi, le créancier. Pendant presque 1 an, j'avais fait le choix, mois après mois, de ne pas exercer cette option. Et ma clémence s'était faite si discrète, que la famille avait fini par ne plus la considérer comme telle. Ils croyaient que j'avais fait une croix sur cet argent, de la même manière qu'on renonce à un souhait. Ils prenaient mon silence, pour de la faiblesse. Assise dans ma cuisine en plein milieu de la nuit, j'ai soudain compris. L'évidence m'est apparue avec la même netteté, que le clic satisfaisant d'une colonne de chiffres, qui s'équilibre enfin, je n'étais pas la personne impuissante autour de cette table. J'avais simplement agi comme si je l'étais, par amour. Et ils avaient bâti tout leur mépris sur ce comportement, comme si ce dernier était une fondation inébranlable. Ce n'était pas une fondation. C'était une courtoisie, que j'avais le pouvoir de retirer à tout moment. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, parce que ce n'était pas un sentiment de triomphe. C'était du chagrin. J'avais tellement espéré, que le dessin de la porte d'entrée devienne une réalité. J'aurais tant voulu que Lily ait une grand-mère, ainsi qu'une grande tablée chaleureuse. À la place, ce que j'avais récolté, c'était un privilège enregistré, une capture d'écran compromettante, et une fille qui avait appris par elle-même à se convaincre, qu'elle n'était pas du genre à aimer les chaussettes de Noël. J'ai refermé le dossier. Je n'ai pas agi dans l'immédiat. Pas encore. Même à cet instant, même après avoir lu ce fameux « Nous Y sommes obligés » en lettres majuscules et froides. Je leur ai laissé une dernière porte de sortie. Et la porte que je leur offrais, portait le nom de Marc. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé pour prendre un café, et je lui ai exposé la situation de manière très claire. Sans lui montrer les captures d'écran, ni le dossier, juste avec des mots. Je lui ai dit, le soir du réveillon de Noël, Lily passe la porte d'entrée avec tout le monde, elle s'assoit à table, et elle ouvre un cadeau, comme n'importe quel autre enfant dans cette maison. C'est tout ce que je demande. Si ce n'est pas possible, alors nous ne viendrons pas, et toi et moi. Nous aurons une conversation bien plus sérieuse. J'ai observé son visage prendre cette même expression que je lui voyais arborer depuis 1 an, le mouvement de recul, le calcul mental, la recherche fébrile de la formule qui lui coûterait le moins d'efforts. Il a tendu la main à travers la table pour prendre la mienne, et m'a dit, « Tu sais que je suis de ton côté. » Je lui ai répondu, « Je ne te demande pas dans quel camp tu es, Marc. Je te demande ce que tu comptes faire. Vas-tu dire à ta mère que Lily a sa place à table? Oui ou non? » Et il a affirmé, « Je m'occupe de ma mère. » Une promesse que j'avais déjà entendue une 12aine de fois, mais qui n'avait jamais été suivie d'une mère effectivement gérée. Je suis une auditrice dans l'âme.
Je sais très bien reconnaître une phrase, conçue spécifiquement pour mettre fin à une conversation, plutôt que pour engager une véritable action. Je m'en occupe, c'est ce que les gens vous disent, quand leur véritable intention est de s'occuper de vous. J'ai hoché la tête, et je l'ai laissé croire que la discussion était terminée, et que l'affaire était close. Mais là, sous la table, bien caché dans mon sac, il y avait une démarche que j'avais déjà initiée la veille. Et sa réponse venait tout juste de me confirmer s'il fallait aller jusqu'au bout. J'ai bu mon café. Je lui ai dit que je l'aimais. Et le plus affreux dans tout ça, c'est que c'était encore vrai. De la même façon dont on aime une maison, tout en sachant pertinemment qu'il va falloir la vendre. Ensuite, je me suis rendu à un autre rendez-vous, un dont je ne lui avais pas parlé, avec une femme qui avait imprimé un document pour que je le lise. Cette femme, c'était Ruth Pelham. Une avocate spécialisée en droit immobilier, installée à 2 villes d'ici, et qui avait fait du travail impeccable pour quelques-uns de mes clients. Je l'avais appelée le lendemain matin, après avoir découvert les messages sur le groupe de discussion, et je lui avais expliqué ce que j'avais en ma possession. Elle avait ressorti mon acte de fiducie enregistré, vérifié chaque virgule, à présent, elle faisait glisser un document sur son bureau. Je l'ai obligée à m'en expliquer le contenu par 2 fois, car j'avais besoin d'être absolument certaine de le comprendre d'un point de vue humain, et pas uniquement sur le plan comptable. C'était un avis de défaut de paiement, couplé à une intention d'exigibilité anticipée. Dans un jargon juridique précis et dépassionné, le document stipulait que les emprunteurs étaient en défaut de paiement depuis l'été précédent, que le créancier du billet à ordre avait l'intention d'exercer l'option d'exigibilité anticipée prévue au paragraphe 9. Et que la totalité du solde restant devenait donc exigible. Et puis, il y avait cette clause sur laquelle j'avais insisté, celle qui comptait bien plus à mes yeux que l'argent lui-même, un délai de remédiation de 30 jours. S'il régularisait le prêt ou le refinançait ailleurs, l'exigence de remboursement immédiat serait annulée. Nous pourrions alors nous séparer, tels de simples inconnus ayant autrefois fait des affaires ensemble. Ruth m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous comprenez que ce document ne va pas saisir la maison dès ce soir ?» a-t-elle demandé. Une saisie immobilière prend des mois, si on doit en arriver là, ce qui ne devrait pas être le cas. C'est un levier de pression et une porte de sortie nette, pas une bombe. J'ai répondu, je sais exactement de quoi il s'agit. C'est moi, enfin, qui refuse d'être le filet de sécurité que personne ne remercie. Elle m'a demandé quand je souhaitais que le document soit signifié. Je lui ai répondu que je me chargerais de la livraison en personne. Elle a haussé un sourcil, mais n'a pas discuté. J'ai pris l'avis, j'ai retiré la bague de fiançailles de mon doigt, et je l'ai glissée dans la poche de mon manteau, juste à côté du document. Puis, j'ai conduit pour rentrer chez moi, où m'attendait une fille qui s'entraînait devant le miroir à dire « Joyeux Noël, grand-mère ». C'est ce détail précis qui ne cesse de me hanter. Elle était en train de s'entraîner. Lily se tenait devant le miroir de l'entrée dans sa belle robe rouge, tenant le cadre en bâtonnet de glace précieusement emballé, et elle répétait « Joyeux Noël, grand-mère Vivian. J'ai fabriqué ça pour toi. » Elle a essayé de prononcer sa phrase de 3 façons différentes, essayant de décider quel sourire adopter, avant de me demander si elle devait faire une révérence. Je lui ai répondu, une révérence serait parfaite. Ensuite, je suis allé dans ma chambre, et j'ai glissé 2 choses dans la poche intérieure de mon manteau. Tout d'abord, une enveloppe blanche scellée, provenant du bureau de Ruth, et qui contenait l'avis juridique, la bague, ainsi qu'une ligne manuscrite, que j'avais personnellement ajoutée au bas d'une de mes propres feuilles de papier. Et juste à côté, j'ai placé une impression du groupe de discussion pliée en 2, au cas où j'aurais besoin de faire savoir à Vivian, que j'étais au courant de tout. Voici le pacte que j'ai passé avec moi-même, un serment prononcé silencieusement, alors que je me tenais dans mon placard. Nous allions nous rendre à Cedar Hill. Si Lily était accueillie de l'autre côté de cette porte d'entrée, installée à table, et si on lui remettait un sac cadeau comme à n'importe quel autre enfant, alors l'enveloppe resterait bien au chaud dans mon manteau. Elle se dissiperait pour laisser place à ce mariage, que je passerais des années à essayer de faire fonctionner. En revanche, si ce n'était pas le cas, l'enveloppe changerait de main, et tout le reste basculerait avec elle. C'était le test le plus juste que je sois capable de concevoir, et j'en avais rédigé beaucoup dans ma vie. Je leur laissais une véritable chance de me donner tort. J'ai conduit vers cette maison en espérant sincèrement avoir tort. Si vous vous êtes déjà apprêté, pour entrer dans une pièce dont vous saviez pertinemment qu'elle finirait par vous blesser, commentez le mot « enveloppe ». Parce que, vous aussi, vous en aviez emporté une avec vous,
même s'il ne s'agissait que de vos propres espoirs. Abonnez-vous et restez à l'écoute. Ce que Vivian a dit sur le pas de la porte va suivre, et je n'en ai jamais oublié un seul mot. Le réveillon de Noël s'est abattu avec douceur et froideur, apportant ce genre de neige qui donne à chaque chose l'illusion d'avoir été pardonnée. Lily a été électrique tout l'après-midi. Elle avait choisi des mitaines rouges, pour les assortir à sa robe, celles ornées de petits flocons blancs. Et elle refusait catégoriquement de les retirer. Pas même dans la maison bien chauffée, ni dans la voiture qu'il était tout autant. Car, selon elle, ses mains devaient être parfaitement prêtes au moment de remettre son cadeau. Elle a tenu le cadre emballé sur ses genoux pendant tout le trajet. Ses deux mains emmitouflées étaient fermement refermées dessus, comme si l'objet risquait de s'envoler. Quelque part sur la route départementale, elle m'a demandé si je pensais que grand-mère Vivian l'accrocherait au mur. Dans la cuisine, a-t-elle finalement décrété, sur un mur bien en vue, pour que tout le monde puisse l'admirer. Je lui ai répondu, oui. Je tiens à préciser qu'il s'agissait du deuxième mensonge, et j'en étais parfaitement consciente au moment où le mot franchissait mes lèvres. Et je l'ai quand même prononcé. Car, que pouvais-je bien lui dire d'autre? Allais-je lui révéler que la femme qu'elle avait dessinée sur le pas de sa porte, avait exigé en majuscule, de ne pas faire semblant que l'enfant faisait partie de la famille? On ne balance pas une telle phrase, à une petite fille de 7 ans, le soir du réveillon de Noël. Alors j'ai dit, oui, elle l'accrochera là où tout le monde pourra le voir. Lily a hoché la tête, et s'est remise à veiller jalousement sur son cadeau. Je l'ai observée dans le rétroviseur. Cette petite personne, avec ses mitaines rouges, transportant un cadeau pour des gens qui avaient méticuleusement compté des sacs, afin de délibérément l'exclure. Et j'ai senti la toute dernière once de mon espoir, devenir froide et pragmatique. L'enveloppe formait un carré pesant contre ma poitrine. J'ai conduit de la même manière que j'équilibre des livres de contes ardus, avec une lenteur calculée et sans aucun mouvement brusque, ayant déjà une idée précise de l'endroit où allaient atterrir les colonnes. Plus loin, Cédar il brillait à travers la neige, chaque fenêtre irradiant d'un jaune éclatant, exactement comme Lily l'avait dessiné. Vu depuis la route, l'endroit ressemblait au foyer le plus chaleureux du monde. La colline était bordée de voitures. Je me suis garé en bas de la longue allée, car il n'y avait aucune place plus près. Nous avons entamé la montée à travers la neige, la main emmitouflée de Lily serrée dans la mienne. Ses bottes grinçaient, et sa respiration s'échappait en petits nuages de buée excités. De la musique flottait depuis la maison, mêlée à des rires et à l'odeur réconfortante d'un rôti. Pendant environ 90 secondes, ce fut la perfection incarnée. Et je me suis laissé emporter par cette illusion, car Lily levait les yeux vers toutes ces fenêtres lumineuses, comme si elle pénétrait littéralement dans une carte de vœux. C'est alors que les cousins de la ville sont arrivés derrière nous. Ils ont jailli d'un SUV, 2 enfants portant des manteaux assortis, et ils nous ont dépassés en courant dans les escaliers, criant à tue-tête, « Grand-mère !» La porte d'entrée s'est ouverte, laissant échapper un flot de lumière chaleureuse. Brooke se tenait sur le seuil, radieuse. Elle a tendu à chacun des enfants un de ses sacs vert foncé, orné d'un ruban doré. Elle les soulevait par le nœud, afin que les petits puissent lire leurs prénoms sur les étiquettes. Eden avait déjà reçu le sien. Sophie, le sien également. Les cousins se sont emparés des leurs, et se sont précipités à l'intérieur. Les rubans dorés ont accroché la lumière du porche, projetant de petits éclats lumineux sur le manteau neigeux. À mes côtés, Lily a ralenti le pas. Elle n'a pas prononcé un mot. Elle a simplement regardé les sacs disparaître à l'intérieur, les uns après les autres. Tout en serrant son propre cadeau fermement contre son manteau, j'ai senti sa petite main emmitouflée se crisper dans la mienne. Je savais avec exactitude combien de sacs se trouvaient sur cet îlot de cuisine. Je les avais moi-même comptés. Je maîtrisais l'arithmétique de cette soirée jusqu'au moindre couvert. Et pourtant, en gravissant ces marches, une part animale en moi espérait secrètement avoir tort. J'espérais de tout cœur qu'il y aurait un 7e nœud dont personne ne m'avait informé, et que l'amour aurait, dans le plus grand des silences, fini par l'emporter sur la feuille de calcul. Nous avons atteint la dernière marche. La douce lumière chaleureuse nous a frappés de plein fouet, et c'est à ce moment-là que Vivian a occupé l'encadrement de la porte. Elle était une fois de plus habillée, comme pour se rendre à la société d'histoire locale. Elle portait des perles et un chemisier en soie verte, arborant déjà un grand sourire d'hôtesse, préparé tout spécialement pour les cousins qui nous suivaient. Lorsqu'elle m'a aperçu, son sourire ne s'est pas tant effacé, qu'il ne s'est refroidi. Degré par degré,
à la manière d'une cuisinière dont on baisse progressivement le feu. Derrière elle, le vestibule débordait de lumière et de convives. Brooke se trouvait juste à l'entrée, tenant l'ultime sac à dos. Mark était quelque part, un peu plus loin à l'intérieur. Une douzaine de proches, un verre à la main, se sont tournés vers la porte béante, comme on le fait toujours lorsqu'un courant d'air glacial s'engouffre dans une pièce. C'est la scène que je me suis repassée en boucle dans la tête. Principalement parce qu'elle s'est déroulée devant eux tous, et que la présence d'un public modifie immanquablement le sens des choses. Une cruauté commise dans l'intimité d'une cuisine n'est qu'une blessure secrète. Une cruauté exécutée sur le pas d'une porte, avec un vestibule bondé de membres de la famille qui vous observent, et face à une fillette de 7 ans en mitaine rouge, qui serre un cadeau contre elle. C'est un verdict prononcé publiquement, et destiné à prendre tout le monde à témoin. Vivian a baissé les yeux vers Lily. Lily a levé les siens vers elle, et a légèrement soulevé son cadeau, le cadre en bâtonnet de glace enveloppé dans son mètre de ruban adhésif. Puis, elle a commencé à prononcer la phrase, qu'elle avait inlassablement répétée devant son miroir. Joyeux Noël, grand M, c'est alors que Vivian a posé l'une de ses mains manucurées avec une apparente légèreté, presque avec douceur, sur l'encadrement de la porte. Ce fut un geste infime, un mouvement de souveraine. Juste ce qu'il fallait pour transformer son corps en une véritable barrière. Le vestibule est devenu soudainement plus silencieux. Le sourire de Brooke s'est crispé sur les bords. Quelque part derrière elle, j'ai vu Mark faire un demi-pas en avant, pour ensuite s'immobiliser net, comme il le faisait toujours. J'ai eu l'impression que toute la pièce, éclatante de lumière, basculait vers nous dans une attente pesante. Et j'ai compris, avec cette lucidité glaciale et chirurgicale avec laquelle j'analyse un bilan comptable, que, quelle que soit la phrase que Vivian s'apprêtait à prononcer, elle allait l'adresser délibérément à une enfant. Une enfant debout sur un porche, sous la neige, et ce, à la vue de tous. Elle n'a même pas pris la peine de se pencher pour le dire. C'est ce que je veux que vous compreniez. Elle a lancé ces mots, droite et imposante de toute sa hauteur, jetant un regard méprisant par-dessus ses perles, à une fillette de 7 ans qui tenait un cadeau fait main. Sa voix était posée de manière à ce que l'écho résonne dans tout le vestibule. L'objectif était clair, que toute la famille puisse entendre comment une Callaway trace les limites. Lily, ma chérie, a-t-elle commencé, et c'est bien la fausse douceur dans son ton qui fut le plus insupportable. C'était la même intonation que celle qu'on utiliserait pour corriger un enfant qui se trompe de fourchette. Ta fille peut attendre dehors. Ce dîner est réservé à nos enfants. Ces paroles ont lourdement résonné dans l'encadrement chaleureux de la porte, plongeant le vestibule derrière elle, dans un silence de mort. J'ai senti la main emmitouflée de Lily se figer dans la mienne. Elle n'a pas pleuré. Ma petite fille, si courageuse et prudente, a reproduit ce mécanisme de défense que je lui avais accidentellement transmis. Elle s'est faite toute petite et silencieuse, tentant désespérément de se fondre dans le décor. Elle a baissé son cadeau de quelques centimètres, comme si elle venait tout juste de réaliser qu'elle s'était trompée de maison. Brooke, restée juste à l'intérieur, baissa les yeux vers le sol. Les cousins de la ville, avec leur sac doré à la main, passaient la tête par l'entrebâillement de la porte, sentant que quelque chose d'anormal se produisait et se taisant. Pendant ce temps, Vivian maintenait sa position de gardienne, visiblement satisfaite et empreinte de certitude. Elle incarnait la femme qui venait brillamment de réaffirmer l'ordre naturel de son univers, devant des témoins. Des témoins qui étaient profondément persuadés qu'elle venait de remporter une victoire. Elle n'avait aucune idée de la portée de son geste. Elle était convaincue d'avoir simplement remis la fille d'une comptable, à sa juste place. Or, en réalité, elle venait de tirer sur l'unique fil, que j'avais patiemment noué 8 mois plus tôt, autour des fondations mêmes de sa demeure. Ce fil que j'avais délibérément laissé détendu pendant tout ce temps, et ce par amour. Un amour sur lequel elle venait allègrement de cracher. Elle avait intimé à ma fille, l'ordre de patienter dehors. J'ai fixé cette main, posée avec arrogance sur le cadre de la porte, et j'ai pris ma décision, le temps d'une inspiration silencieuse. J'ai fait ce que l'on est censé faire. Cette chose même que l'on se jure de ne jamais avoir à accomplir. J'ai tourné mon regard vers Mark. Il se trouvait à moins de 3 mètres de là, dans le vestibule de la maison de sa propre mère. Mon fiancé. L'homme qui avait laissé Lily le battre aux dames 4 fois d'affilée. L'homme qui avait glissé la bague de sa grand-mère à mon doigt, et qui m'avait fait la promesse de m'ouvrir cette porte. C'était le moment fatidique. Pas un aparté dans une cuisine, ni un échange de SMS.
L'instant crucial est tangible, avec la main de sa mère barrant l'accès et ma fille se recroquevillant sur le perron, où un homme prouve enfin sa valeur, ou bien confirme qu'il n'en aura jamais aucune. J'ai soutenu son regard, et je lui ai transmis cette phrase entière, sans avoir besoin de prononcer le moindre son, maintenant. C'est le moment. Avance jusqu'à cette porte, et dis à ta mère, mon enfant s'assoira à ta table. Il m'a regardé. Il a regardé sa mère. Et puis, que Dieu lui pardonne, il a baissé les yeux vers le sol. C'est alors qu'il a murmuré la seule et unique phrase qui lui restait en réserve, d'une voix basse, qui ne s'adressait qu'à moi seul. Une voix qui me suppliait, de lui rendre la tâche moins pénible. Tess, a-t-il dit. Je t'en prie, pas ce soir. Pas maintenant. Ne fais pas ça ici. Le coup près venait de tomber. Je me dois d'être honnête envers la femme que j'étais sur ce porche, car elle n'a pas flanché. Inconsciemment, une partie de moi tenait un registre de compte sur le comportement de Marc, depuis une année entière. Chacun de ses tressaillements était inscrit dans une colonne. Et dans l'autre, chacune de ses promesses de « s'en occuper », qui ne s'occupait de rien au final. Avec cette réponse, il venait tout bonnement de clôturer le compte. Ce n'est pas Vivian qui a causé notre rupture. Vivian serait toujours Vivian. La véritable cause, c'était ce demi-pas en avant, aussitôt suivi d'une halte totale. Ce fut son lâche, je t'en prie, pas maintenant. C'est la façon dont l'homme, qui s'était pourtant engagé à se tenir sur le seuil avec nous, avait préféré rester à l'intérieur avec eux. Exigeant de la femme transie de froid sur le perron, de se montrer une fois de plus, raisonnable. Alors, un grand calme m'a envahi. Un calme glacial, de la même nature que celui qui s'empare de moi lorsque les chiffres finissent enfin par concorder, et qu'il ne reste plus d'autre choix que d'appliquer la procédure appropriée. Je me suis accroupi dans la neige pour me mettre à la hauteur de Lily, sous le regard attentif du vestibule baigné de lumière, et j'ai accompli l'acte le plus insignifiant, le plus ordinaire qui soit. J'ai arrangé ses mitaines. J'ai remonté les revers rouges sur ses poignets, d'où ils avaient glissé. Ensuite, j'ai remis une mèche de cheveux derrière son oreille, et je lui ai murmuré, pour elle seule, tu as fait tout ce qu'il fallait, mon bébé. Nous allons rentrer et préparer du chocolat chaud. Elle a hoché la tête. Elle me faisait confiance. Ensuite, je me suis relevé. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de mon manteau, j'en ai extrait l'enveloppe blanche unie, et je l'ai tendue à Vivian Callaway. Elle se tenait toujours campée sur le pas de sa porte, tel un monument érigé à sa propre gloire. Elle l'a fixée d'un air confus. Cette femme, qui s'attendait à me voir protester, fondre en larmes ou la supplier, n'avait pas la moindre casse dans sa conception de ma personne, pour appréhender l'apparition d'une telle enveloppe. Elle s'en est saisie avec la même délicatesse que lorsqu'elle m'avait serré la main le premier jour, du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un manteau mouillé. Je ne lui ai fourni aucune explication. Je n'ai pas haussé le ton. J'avais passé toute une année à m'expliquer, et cette époque était révolue. Je me suis contenté de prononcer les mots que j'avais portés avec moi, tout au long de la montée de la colline, pour vous. Ouvrez-la plus tard. Puis, j'ai pris la main emmitouflée de ma fille, j'ai tourné le dos à la maison à l'apparence la plus accueillante de tout le comté, et nous avons redescendu la longue allée enneigée, en direction de la voiture. Tout cela, tandis que des murmures commençaient à s'élever dans le vestibule derrière nous, et que les rubans dorés étincelaient à travers les fenêtres. Vivian, à ce qu'on m'a rapporté par la suite, a eu un sourire. Elle s'imaginait que ce n'était qu'un simple mot. Elle était persuadée d'avoir triomphé, et que je battais en retraite, comme le font les vaincus. Elle l'a glissée dans sa poche, dans l'intention de la lire après avoir porté un toast. La voiture était glaciale, à tel point que notre respiration embuait le pare-brise, bien avant que le chauffage ne commence à produire son effet. Lily s'est attachée, serrant toujours contre elle son cadeau emballé, celui-là même qui n'avait jamais eu la chance de franchir la porte. Et, durant une longue minute, un silence pesant s'est installé entre nous. J'ai reculé prudemment pour sortir de l'allée, contournant habilement toutes les voitures garées, et je me suis engagé sur la route départementale, en direction de chez nous. Vers Maple Street, vers une petite maison où personne n'avait jamais été laissé de côté. Les flocons de neige tourbillonnaient dans la lumière des phares. C'est à cet instant que, d'une voix faible et morne s'élevant depuis la banquette arrière, ma fille m'a posé la question qui résonnera dans mon esprit, jusqu'à la fin de mes jours, « Maman, ai-je fait quelque chose de mal ?» J'aimerais que vous preniez le temps de bien y réfléchir, parce que c'est ce que j'ai dû faire. 7 ans, avec ses mitaines rouges,
tenant dans ses bras un cadeau qu'elle avait fabriqué de ses propres mains, et scotché avec un mètre de ruban adhésif. Et la conclusion à laquelle elle avait fini par aboutir, debout sur ce perron, était que la faute devait lui incomber. Voilà ce que cette maison était parvenue à lui enseigner, en l'espace d'une seule soirée. C'est là le triste apprentissage, auquel j'avais pris le risque de la confronter. Et ce, chaque mois où j'avais laissé la situation perdurer. J'ai gardé les yeux fixés sur la route, car je ne pouvais pas faire confiance à mon expression faciale. Et j'ai veillé à maintenir ma voix aussi posée, que lorsque je m'adresse à des personnes effrayées, ou à des personnes âgées. Je lui ai affirmé, non, mon bébé. Tu n'as pas fait la moindre chose de mal. Certains adultes oublient tout simplement comment faire preuve de gentillesse. Et lorsqu'ils agissent ainsi, cela en dit long sur eux, et non sur toi. Nous n'allons pas rester à geler sur des marches froides. À attendre que ce genre de personnes retrouvent la mémoire. Elle a réfléchi à mes paroles. Puis, elle a demandé si nous pourrions toujours boire du chocolat chaud, et je lui ai assuré que oui, et que j'y ajouterais même de petites guimauves. À cette annonce, elle s'est détendue. Elle a 7 ans, et un chocolat chaud, c'est quelque chose de concret, un problème qui peut être facilement résolu. J'ai ramené ma fille à la maison à travers la neige. Je lui ai préparé son chocolat chaud avec des mini-guimauves. Je lui ai lu l'histoire du Pôle Express à 2 reprises, puis je l'ai bordé dans son lit. Et pendant tout ce temps, dans la poche de mon manteau resté près de la porte, mon téléphone demeurait silencieux. Il n'avait pas encore ouvert l'enveloppe. Vivian la réservait toujours pour le moment, qui suivrait le fameux toast. Voici ce que j'ai pu reconstituer par la suite, grâce au témoignage de Marc, de Brooke, et aux 17 messages vocaux laissés pour m'expliquer ce qui s'était passé à 23h47 cette nuit-là. Le dîner s'est poursuivi sans notre présence. Le toast a été porté aux alentours de minuit, alors que les invités commençaient à se clairsemer, et que la vaisselle avait débuté. C'est à ce moment-là que Vivian s'est souvenue de l'enveloppe dans sa poche, et qu'elle l'a décachetée près de la cheminée. Elle s'attendait très probablement à y trouver des excuses, une supplication, voire un chèque. En somme, un ultime hommage de la part de la femme qu'elle venait magistralement de remettre à sa place. En l'ouvrant, elle a découvert 3 choses. La première, c'était la bague de fiançailles. La précieuse bague de la grand-mère, qui avait glissé au fond de l'enveloppe, lui annonçant ainsi la fin des projets de mariage, avant même qu'elle n'ait eu besoin de lire le moindre mot. La deuxième chose était une mise en demeure formelle pour défaut de paiement et une intention d'exigibilité anticipée. Le tout imprimé sur le papier à en tête de l'avocate Ruth Pelham. Le document citait l'acte de fiducie enregistré, avec son numéro de livret de page. Il déclarait l'intégralité du solde impayé du prêt de la maison de Cédar immédiatement exigible, en leur accordant un délai de régularisation de seulement 30 jours, pour sauver leur précieuse demeure. Mais 91 000 €. Ce même sauvetage qu'elle ne pouvait se résoudre à me pardonner, était à présent formellement, légalement, et irréversiblement exigé. Et enfin, la troisième chose. C'était une simple phrase, écrite de ma propre main sur l'un de mes propres feuillets, glissée juste en dessous de tout ce vocabulaire juridique pointilleux, vous avez dit à ma fille qu'elle pouvait attendre dehors. Il en va de même, pour ma patience et mon indulgence. On m'a rapporté qu'elle avait dû s'y reprendre à 2 fois pour la lire. On m'a dit que la couleur avait brusquement quitté son visage, à la manière de la lumière qui s'éteint dans une pièce, lorsqu'un fusible saute. Parce que Vivian Callaway, qui avait consacré sa soirée à démontrer avec éclat devant un vestibule rempli de proches, qui avait ou non sa place à sa table, a compris d'un seul coup. La femme qu'elle venait d'abandonner sur le perron, était l'unique rempart qui séparait sa famille, des marches du palais de justice. Et moi, je m'étais tenu là, silencieusement, en leur maintenant cette porte grande ouverte, depuis près d'1 an. Chaque mois où elle manquait un paiement, chaque fois qu'elle me jetait un regard comme on toiserait un manteau trempé, elle avait pris mon silence pour de la faiblesse. Ce n'était qu'une simple courtoisie. Or, les courtoisies, à la différence des hypothèques, ne font l'objet d'aucun enregistrement officiel auprès du comté. Elles peuvent donc être retirées en un éclair, sur un porche. Et ce, avec seulement quelques mots. Chez moi, avec Lily profondément endormie et la casserole de chocolat chaud attendant toujours dans l'évier, mon téléphone s'est mis à clignoter sur la petite table, près de l'entrée. Puis, il s'est illuminé une 2e fois. Après ça, il n'a plus cessé de s'allumer. Au petit matin, on n'y dénombrait pas moins de 79 appels en absence. Je les ai comptés un par un, car c'est ce que je fais de mieux, compter.
Assise à la table de ma cuisine, une tasse de café à la main pendant que ma fille faisait la grasse matinée, je faisais défiler l'écran de mon téléphone. Celui-ci s'était métamorphosé en une sorte de sismographe, enregistrant les ondes de choc d'une famille qui prenait brutalement conscience de la gravité de ses actes. Les messages vocaux offraient un véritable florilège de tous les stades émotionnels simultanément. Les premiers provenaient de Vivian, et respiraient une pure fureur. Cette voix monocorde, celle-là même qui écrivait en lettres majuscules, était à présent chevrotante. Elle me qualifiait de rancunière, de vipère ayant pernicieusement infiltré leur famille, et exigeait que je déchire la mise en demeure sur le champ. Comment osais-je lui infliger un tel affront, après tout ce qu'ils avaient prétendument accompli pour moi? Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ensuite, le ton a commencé à fléchir considérablement. Aux alentours du 5e message, il était évident que quelqu'un venait d'effectuer les calculs à voix haute. On pouvait presque entendre l'atmosphère de la maison se figer dans l'effroi, en arrière-plan de sa voix. Les messages laissés par Brooke transpiraient la panique, son débit de parole était rapide, presque essoufflé. Elle évoquait les frais universitaires des enfants. Se demandait où sa mère irait vivre. Elle s'étonnait que je sois capable d'une telle chose. Nous étions de la même famille, plaidait-elle. Et l'on ne fait pas ce genre de coup bas à sa propre famille. Puis, venaient les messages de Marc. Ceux de Marc étaient ceux qui évoluaient de la colère initiale à des tentatives de négociation désespérées, pour finalement se muer en de pathétiques supplications larmoyantes. Tess, je t'en prie, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Maman ne le pensait pas. Je vais lui en parler. J'aurais dû dire quelque chose. Je sais. Je sais. S'il te plaît, contente-toi de me rappeler. J'aurais dû dire quelque chose. C'était le résumé de toute une année, arrivant malheureusement avec 12 heures de retard. Je les ai tous écoutés, et ce, une seule et unique fois. Avec la même minutie que lorsque l'on vérifie chaque ligne d'une déclaration d'impôt, même quand on connaît pertinemment le montant total au bas de la page. C'est là que j'ai remarqué le détail révélateur, celui qui m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pas une seule fois, au cours de ces 79 appels téléphoniques, qu'il s'agisse des messages de Vivian, de ceux de Brooke ou de ceux de Marc, le prénom de Lily n'a été prononcé. 79 appels désespérés, ayant pour unique préoccupation la maison. Et pas un seul mot concernant l'enfant, qu'ils avaient relégué sur le pas de la porte. Je ne les ai donc pas rappelés. J'ai effectué une seule et unique action. Quand Marc m'a appelé pour la 80e fois à 9 heures précises, j'ai fini par décrocher. Parce qu'il avait amplement mérité, que je lui adresse au moins une phrase en direct. Il a commencé son discours d'un ton précipité, « Tess, Dieu merci. Écoute, à propos de cette mise en demeure. » Je l'ai laissé terminer. Puis, au milieu de toute cette agitation, j'ai prononcé très calmement, « Les conditions sont toutes stipulées dans la lettre, Marc. Tu m'as toujours soutenu que ta mère gérait parfaitement l'argent. Alors, laisse-la donc gérer. » Et j'ai raccroché. J'ai reposé le téléphone, l'écran tourné vers le bas sur la table, et je suis parti préparer des pancakes pour ma fille. Après tout, c'était le matin de Noël, elle était réveillée, et elle réclamait spécifiquement ceux aux pépites de chocolat. Souvent, lorsque je raconte cette histoire, on me demande si je me suis sentie puissante. La vérité, c'est que non. Je me suis senti équilibré. C'est un sentiment différent, mais tellement plus satisfaisant. Pendant toute une année, cette famille avait brandi la seule arme en sa possession, l'accès à cette pièce chaleureuse derrière une porte obstinément close, la distribution sélective des sacs de cadeaux, et le privilège exclusif du plan de table. En résumé, le pouvoir suprême de décider qui comptait, ou non. C'est un pouvoir bien réel. Un pouvoir d'une telle force, qu'il avait poussé ma propre fille à s'interroger sur d'éventuelles erreurs de sa part. Mais c'était l'unique forme de pouvoir qu'ils étaient capables de concevoir, celui qui repose sur l'exclusion, sur la faculté arbitraire de décider qui doit attendre dehors. Et il s'est avéré que ce pouvoir-là, ne faisait absolument pas le poids face à celui que je détenais depuis le début. Un pouvoir dont j'avais sciemment refusé de faire usage, et ce, uniquement par amour. Leur arme était une porte fermée. La mienne était une signature officiellement enregistrée. Ils étaient persuadés que la pire chose qu'ils puissent m'infliger, était de me laisser grelotter dans le froid. Ils n'ont pas une seule fois envisagé l'hypothèse, selon laquelle j'étais la seule raison pour laquelle, la lumière brillait encore dans leur demeure. Si on doit retenir une leçon de cette nuit-là, la voici, une porte n'exerce de pouvoir sur vous,
qu'aussi longtemps que vous continuez à y frapper. Dès l'instant où vous cessez de frapper, vous découvrez rapidement à qui appartient réellement le mur. J'avais arrêté de frapper. J'ai posé le téléphone face vers le bas, et j'ai fait sauter les pancakes. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai réduit leur univers en cendres, mais ce n'est pas ainsi que se comportent les gens de principe. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai laissé la mise en demeure suivre son cours, exactement telle qu'elle était rédigée. Le délai de régularisation de 30 jours n'était pas une menace en l'air, et j'ai respecté cet engagement à la lettre. Jamais je n'aurais saisi une maison par pure méchanceté, a fortiori avec des petits-enfants à l'intérieur le jour de Noël. Je ne suis pas Vivian. Et c'est justement cette différence fondamentale entre nous, qui donne tout son sens à cette histoire. Ce n'est pas le toit que j'ai retiré. C'est moi-même, le filet de sécurité qui ne récoltait jamais aucun remerciement, l'invitation permanente à se faire exploiter. Par l'intermédiaire de Ruth, je leur ai exposé leurs deux uniques options légales, qui étaient les mêmes que j'aurais accordées à n'importe quel autre emprunteur défaillant. Mettre le prêt à jour et le faire refinancer auprès d'une véritable institution bancaire, en utilisant leur propre crédit et à leur propre nom, comme des adultes responsables, et ce dans le délai imparti. Ou refuser, et laisser alors la loi suivre son cours inexorable et public. Ils se sont démenés. Et en l'espace de 3 semaines, ils ont trouvé une solution de refinancement. Cela signifiait que, pour la première fois depuis une génération, les Callaway ont dû franchir les portes d'une banque, et laisser un parfait inconnu examiner l'étendue réelle de leurs finances. Exactement le genre d'exposition publique, que Vivian avait passé sa vie entière, et 91 000 de mes euros, à fuir. J'ai été remboursé intégralement, intérêts compris, par le biais d'un chèque de banque, sans jamais avoir eu besoin de le réclamer une seconde fois. Marc a continué à laisser des messages pendant 1 mois. Je lui ai rendu la bague par le biais de Ruth, mais je n'ai jamais daigné lui retourner un seul appel. La dernière fois que je suis passé en voiture devant Cedar Hill, les fenêtres diffusaient toujours cette lumière jaune et chaleureuse. Et il y avait très certainement des rubans dorés quelque part derrière les vitres, accrochant la lumière pour d'autres, mais définitivement plus pour nous. Je n'ai pas ralenti. J'avais une bifurcation à prendre, pour rentrer chez moi. J'ai définitivement mis le groupe de discussion familiale en sourdine, puis je l'ai quitté. Avec 8 mois de retard, certes, mais je l'ai fait. J'ai bloqué tous les numéros de téléphone qui méritaient de l'être. Et j'ai accompli une dernière chose, la seule qui avait véritablement de l'importance. Le cadre en bâtonnet de glace de Lily était rentré à la maison avec nous. Il était toujours emballé dans son mètre de ruban adhésif, et n'avait jamais été livré à sa destinataire. Quelques jours après Noël, Lily m'a demandé avec précaution, si elle devait le jeter à la poubelle, puisque grand-mère Vivian n'en voulait pas. Je lui ai répondu d'un ton catégorique, absolument pas, nous avons délicatement défait l'emballage ensemble, sur notre propre table de cuisine. Nous avons sorti son dessin au crayon de la maison illuminée, et de ses 5 personnages rassemblés sur le pas de la porte. Puis, je lui ai annoncé que nous allions en créer un nouveau, un qui reflèterait la réalité. Elle a donc dessiné notre maison de Maple Street. Une maison toute petite, et un peu de guingois, mais dont chaque fenêtre brillait d'un jaune éclatant. Et sur le pas de la porte, elle a placé 2 petits bonhommes allumettes qui se tenaient par la main, elle et moi. Puis, après un bref moment de réflexion, elle a ajouté le tchat. Il n'y avait plus personne qui attendait dehors. Nous l'avons accroché au mur, bien en évidence pour que tout le monde puisse le voir, exactement à l'endroit où elle aurait souhaité que l'autre dessin soit placé. Plusieurs semaines plus tard, surgissant de nulle part alors qu'elle se brossait les dents, elle a lâché, alors, je n'ai vraiment rien fait de mal. Cette fois, ce n'était plus formulé comme une question. Non, mon cœur, lui ai-je confirmé. Tu n'as jamais rien fait de mal. C'est juste que certains adultes oublient comment faire preuve de gentillesse. Et nous ne perdons plus notre temps à poireauter sur leur porche. Si ce Noël glacial dans son ensemble m'a bien enseigné une chose, c'est celle-ci. Une porte obstinément fermée, n'exerce de pouvoir sur vous, qu'aussi longtemps que vous restez planté là à frapper. Et le jour où j'ai finalement cessé de frapper, c'est le jour où je me suis retrouvé. Et où j'ai également retrouvé ma fille. Voilà mon histoire. Un Porsche glacial, une simple enveloppe remise en silence, et une petite fille en mitaine rouge, qui n'aura plus jamais à attendre dehors. Si quelqu'un s'est déjà permis de dire à votre enfant d'attendre dehors, pendant que les siens se précipitaient à l'intérieur, prenez ceci comme un signe. Un signe qu'il est temps d'arrêter de frapper, et de découvrir à qui appartient réellement le mur.
Si ce récit vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.